faut du renfort. J'y crois pas. Elle s'enfuit, Buzz. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Edouard. Comment ça va, Edouard ? Ça va et toi ? Ah waouh, quelle énergie, Edouard ! J'ai la chance d'être accompagné de Julie. Comment ça va, Julie ? Ça va bien. C'est pas un concours en fait, hein. Pour rester dans le podcast. Bon, très bien, très bien. Et une nouvelle voix autour du micro, qui représente du coup Surimpression, notre nouveau partenaire privilégié de cette saison. Julien, comment ça va, Julien ? Ça va super. J'ai peut-être pas assez crié, mais ça va super. Ah bah après les deux autres zouaves, là c'était difficile de faire plus. Bon bah alors Julien, tu connais la petite tradition qu'on a dans le podcast quand une nouvelle personne arrive, on lui pose des petites questions sur ton amour du cinéma, d'où il vient et peut-être aussi nous dire ton premier choc ciné si tu t'en souviens. Raconte-nous un petit peu. Ben oui, en fait moi ma passion du cinéma, elle vient vraiment de la part de mon papa. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours regardé plein de films. Mais c'est vraiment à mes 8-9 ans que mon père a décidé que voilà, c'est bon, j'étais assez grand pour voir tous les classiques que lui aimait, c'est-à-dire Predator, Terminator, donc c'est peut-être un peu jeune, 8-9 ans. Mais en tout cas, ça a fait son petit effet et très vite, j'ai commencé à aimer ce cinéma-là, ce cinéma fantastique des années 80. Et puis petit à petit, en étant adolescent, je me suis j'ai un peu élargi mes horizons, on va dire, et j'ai commencé à regarder des westerns, des films d'auteur, etc. Et voilà. C'était quoi le premier réal peut-être que où t'as commencé à creuser un peu la question, genre je sais pas, beaucoup de gens commencent par Tarantino ou je sais pas, ou Ridley Scott ou quoi, tu te souviens pas, celui où tu te dis t'as commencé à faire vraiment un lien entre tiens, il y a un réal derrière, est-ce que j'irais pas voir un peu sa filmo et un peu creuser le bonhomme? Mais c'est peut-être un peu basique comme réponse, mais moi je pense que c'était Spielberg. Hein. C'est tout à fait acceptable comme réponse. Hein. C'est ok. Voilà, moi j'ai commencé avec Jurassic Park, et puis je suis passé aux Dents de la Mer. Ça reste peut-être mes deux préférés encore aujourd'hui. Et puis je me suis rendu compte que il faisait aussi des films historiques, tout ça. Et voilà, je pense que c'est Spielberg. Eh ben, excellent. Eh bien, en tout cas, on est très content de t'avoir autour du micro. Alors, les amis, juste avant de vous présenter le programme de la semaine, j'aimerais évidemment remercier Sooner, notre partenaire officiel de ce podcast. Sooner, vous les connaissez maintenant, c'est une plateforme de streaming belge conçue par et pour des amoureux de cinéma. C'est un large catalogue riche, varié, qui offre un regard unique sur la richesse du cinéma européen et mondial. Sur la plateforme, on y trouve des films intemporels, des films primés dans les plus grands festivals, on en sait quelque chose, n'est-ce pas les amis, et ainsi qu'aussi que des trésors cachés. Et puis, si vous voulez vraiment voir les toutes dernières sorties, vous pouvez aussi le faire grâce à leur sélection à la demande. Par exemple, Marty Supreme vient d'arriver dessus. C'est quand même pas rien de le dire. Voilà. Pas mal. Hein, on l'avait couvert. Très bonne sélection. On l'avait couvert. Et en plus, maintenant, c'est la période d'été. Et donc, vous avez une promo complètement démentielle. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 80 € pour l'année, vous avez accès à toute l'année, tout le catalogue pour seulement 50 €. 49,99 €, franchement. Qui dit mieux ? Il nous régale, dis donc. Il faut pour ça encoder le code Sony Sooner, mais ce sera évidemment noté dans la description de l'épisode. Bon alors les amis, vous rappelez que si vous ne voulez rien rater de nos aventures, foncez vous abonner à notre Instagram, TikTok, Ce n'est que du cinéma. C'est là évidemment qu'on vous ouvre les coulisses de notre petit podcast. Mettez 5 étoiles évidemment. Julie, tu nous le diras encore tout à l'heure je pense. Sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Laissez-nous même des petits commentaires, ça nous donne un max de force pour vous proposer toujours plus de magie cinéma. Alors les amis, cette semaine, un épisode sous le signe de l'animation et de l'horreur. Oui, ça va pas forcément très bien ensemble, mais bon, évidemment, on n'allait pas rater à côté du phénomène Toy Story 5 et ses 250 millions de budget, où on va retrouver avec beaucoup de joie Woody et Buzz l'éclair et toute la bande. Ensuite, Jim Queen, film d'animation absolument barré. On vous laisse là avec le petit tease. Jim Queen, film d'animation français du coup. Ensuite, nous, on se plongera dans la partie un petit peu plus horrifique de notre podcast avec Backrooms, qui a fait énormément parler de lui. Edouard, Julie, on avait beaucoup été nombreux à parler d'obsession et c'était un peu les deux films qu'on met pour le moment. C'est ça. Tu vois, un peu le renouveau de l'horreur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je sais qu'Edouard nous prépare un épisode spécial sur l'évolution du genre horrifique. New Gen. Exactement. Et donc on était très curieux de voir ce Backrooms. Ensuite, et enfin, évidemment, la tradition aussi veut ça, quand on a une nouvelle personne autour du micro, on lui propose de nous amener une pépite du passé, et sans même
savoir que c'était quelque chose, c'est un film qu'on a souvent évoqué dans le podcast. Il nous dit j'ai envie de parler de It Follows. Et là, on a été super contents. Franchement, on a été super contents. Je vois Edouard qui lève les doigts aussi. Oui. It Follows, qui était sorti en 2014, si je ne m'abuse. Donc, on découvrirait ça avec la pépite de Julien. Et le tout, sans oublier nos coups de cœur de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On est prêts. Ready. C'est parti. Proms pour être rangé dans le placard. Woody, Jessie, salut. est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Alors, Toy Story 5 pour le petit pitch. Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède désormais les enfants aujourd'hui s'appelle l'électronique. Donc film réalisé par Andrew Stanton. Alors Andrew Stanton, évidemment, c'est pas un inconnu des studios Pixar. Il avait réalisé 1001 pattes. Qui se souvient de 1001 pattes, sorti en 98? Ah, on adorerait. Le Monde de Nemo, évidemment. Wall-E, qui me fait pleurer à chaque fois. Wall-E, c'est genre je suis inconsolable. Le Monde de Dory, aussi en 2016. Et donc là, il revient quand même 10 ans plus tard pour réaliser ce Toy Story 5. Les amis, petit tour de table, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Toy Story 5? Moi, je suis un petit peu mitigé, mais j'ai l'impression que je suis un des seuls à table à penser ça. Ok, mitigé. Et toi, Edouard? Moi, c'est vers l'infini et l'au-delà. J'adore. Et toi, Julie? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de nouvelles petites trouvailles qui étaient hyper plaisantes. Après, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour le 3. Et donc, je me questionne, est-ce que vraiment cette suite était obligatoire? Après, ça fait la nostalgie de l'enfant que je suis qui me fait toujours du bien et qui m'émeut beaucoup. Et moi, je n'ai pas eu le temps de le rattraper, mais du coup, le jeu de maintenant, ça va être de me convaincre d'aller le voir, sachant que si vous aviez écouté notre épisode de Clash, Shrek versus Toy Story, vous saviez que je suis beaucoup plus du côté de Shrek que du côté de Toy Story. Donc, j'y vais pas gagnant sur Toy Story. Donc, allez-y, the floor is yours pour convaincre les auditeurs et moi-même d'aller voir ce film. Du coup, moi, pourquoi j'ai trouvé ça j'étais un poil mitigé sur ce Toy Story 5. Je trouve que évidemment, c'est Pixar, donc l'animation est super. Il y a effectivement, comme l'a dit Julie, plein de petits éléments inventifs. La thématique de la technologie, c'est plutôt intéressant, etc. Mais j'ai quand même l'impression d'une saga qui tourne sacrément en rond, quoi. Alors on nous refait des blagues qu'on nous faisait dès le premier avec Buzz l'éclair qui se prend pour un ranger de l'espace. On nous refait des jouets qui ont peur d'être abandonnés et mis au placard parce que leur enfant grandit. On nous refait aussi le coup de la modernité remplace les jouets, ce qui est un petit peu le pitch du premier, en fait, si on y réfléchit. Et du coup, je trouve que voilà, il y a des bonnes choses. C'est un Pixar, c'est plaisant. Mais encore une fois, comme l'a dit Julie, le 3 était tellement bien, tellement parfait, que nous prolonger un peu l'aventure pour un film aussi petit, je trouve que c'est quand même assez dommage. D'autant que, voilà, on parlait du pitch de Woody et Buzz. Woody et Buzz, dans le film, ils sont pas loin de faire de la figuration. Hein. Honnêtement, le focus est vraiment sur Jessie et l'enfant, du coup, Bonnie. Mais la raison pour laquelle Woody revient, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, à mon sens. Mais, d'accord, voilà. Bon. Avis à la défense, du coup. Moi, j'entends ce qui se dit. Et honnêtement, c'est des bons points quand même que tu abordes là. C'est un peu réel, mais comment dire. Moi, en fait, voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais c'est quand même une saga d'enfance pour moi. Je les ai regardés un milliard de fois chacun. En tout cas, le 1 et le 2. Le 3, j'ai découvert que plus tard. Mais oui, c'est vrai que en fait, la saga aurait pu choisir de s'arrêter au 3, et ça aurait été très bien, on aurait eu un fabuleux adieu à ces personnages. Tout le monde a chialé, hein. Si vous n'avez pas chialé devant le 3, je sais pas qui vous êtes, mais le cœur doit être aussi, oui. de pierre vraiment. Et le 4 était pas nécessaire, mais également une bonne fin, je pense qu'on aurait pu se quitter là-dessus. Et là, revenir avec un 5e, extrêmement tendu, je trouve qu'ils ont en réalité vraiment... pris un pari étrange de nous faire un 5e, mais le plaisir est toujours là de retrouver ces personnages parce qu'ils sont vraiment incarnés, ils sont assez incroyables quand même si c'est vrai qu'ils passent un peu plus au second plan, mais c'est là où du coup je le trouve intéressant, moi, ce 5, c'est-à-dire que non seulement on laisse la place à Jessie, ce qui est quand même, parce que c'est un personnage comment dire, auquel on a mis un chouette background et qui est enfin comment dire, un peu plus exploré, on va dire. Et il y a une séquence au pied de l'arbre
les larmes ont coulé fort. Oh, Et, le petit cœur. Ah ouais, c'est clair. Non, mais la musique dans le 2 de Jessie, quand elle m'aimait, je ne peux pas, je peux pas l'écouter. Sinon, ça va chialer. Bref, et non, le 5 du coup est bien là-dessus parce qu'on s'intéresse à Jessie et pour une fois, on s'intéresse à l'enfant aussi, réellement. Et je trouve que c'est un de ceux qui a, comment dire, le message est assez simple et un peu, comment dire, commence à être vieillot. Le film arrive un peu tard en réalité, mais je pense que c'est intéressant à montrer à des enfants de maintenant de se dire que, en effet, il n'y a pas que les écrans, même si ça peut paraître être un dialogue de boomer, peut-être de dire les écrans, voilà. Mais je trouve que non seulement ils le font très subtilement, mais ils ne rejettent pas non plus que la faute là-dessus. Et en fait, tout le monde prend un peu sa part de responsabilité dans celui-là. Et au-delà d'être une histoire de jouets, c'est aussi un peu un renouveau et une adaptation à laquelle on doit comment dire, opérer. C'est aussi une histoire de joie. Très bien. Ouais. Julie, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ça m'a aussi fait penser dans les thématiques de l'enfance qui se transforme en adolescence, à Vice Versa 2, et à justement comment garder la personnalité qu'on a, garder l'humanité, le jeu et le plaisir de jouer, le plaisir d'être dans un imaginaire complètement fou. Moi, je trouve que les scènes où on voit les jouets en train d'être manipulés, dans les séquences, c'est des séquences absolument génialissimes, et on voit en fait tout l'univers que les enfants créent, toute la magie, et c'est fabuleux. Moi, ça m'a vraiment touchée. Et je trouve qu'il y a un côté aussi, un sens de l'aventure absolument génial, et le fait de devoir se renier pour pouvoir se faire des amis entre guillemets, mais qui n'en ont rien à taper de soi et qui sont juste en fait intéressés par un écran. Je trouve que c'est des thématiques qui sont vachement intéressantes. Et moi, j'avoue que ça m'a vachement émue. Il y a vraiment des moments d'émotion qui sont hyper forts. Je trouve que la fin est très belle. J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient très beaux. Après, voilà, il y a toujours les mêmes coups de Rangers qui sont très drôles en même temps. Ouais, on continue à nous les faire et on nous les amplifie. Et c'est vrai que Buzz l'éclair, il a une armée de Rangers. et c'est drôle en fait. Et Woody, il est devenu vieux et il a une calvitie. Et c'est drôle. Et en fait, il y a plein de choses qui sont poussées aussi sur le fait qu'à un moment, on vieillit. Est-ce qu'on peut continuer à devenir des objets de fantasme et de désir pour les autres? Non, mais c'est assez intéressant. Et en plus, ils ont gardé les mêmes voix. Avant de donner la parole, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le casting original avec Tom Hanks, etc., est toujours là 30 ans plus tard. Donc, oui, c'est aussi un clin d'œil au fait que les doubleurs ont un petit peu vieilli aussi. Bah ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, c'est là où c'est vrai qu'il y a certaines thématiques qui reviennent parce que, inéluctablement, si tu reprends les mêmes personnages et la même mécanique de jouets, etc., tu vas revenir sur les mêmes thématiques. Mais d'un autre côté, il y a tellement de petits ajouts supplémentaires ou des trucs où tu t'étais dit, ok, ils ont déjà fait tout ça, tu vois, parce qu'il y a quand même 4 films avant. Donc, tu sais, à l'échelle antiquaire, etc. Et là, en fait, on les remet dans une nouvelle situation, encore du coup, devoir affronter cette fois-ci un véritable ennemi qui n'est pas un ennemi à proprement parler, mais qui est plutôt l'évolution, et de se rendre compte qu'on devient obsolète et que ça peut arriver, enfin, ce genre de choses. Et même, tu vois, il y a une armée de Buzz dans le film, et en fait, c'est des jouets tombés du camion, mais on n'a jamais vu des jouets tombés du camion, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, à chaque fois qu'ils amènent quelque chose, il y a un truc intéressant, quoi qu'il arrive, même si on peut trouver ça, je sais pas, peut-être too much ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Et pour ne pas spoiler, les Buzz éclairs ont un vrai intérêt à un moment, et c'est un plaisir de moi en tout cas. Bon, je vois que ça gigote là-bas, mais moi j'aime bien qu'ils aient réussi à s'en servir, alors que je me posais vraiment la question de où on allait avec ça, parce que le film va un peu partout, et cette storyline là, tu sais pas exactement où ça nous mène vraiment, mais c'était pour faire le buzz. Ouais. Wow. Julien, est-ce que tu as des choses que tu as entendues qui t'ont fait réagir, qui te font réagir? Moi, typiquement, cette armée de Buzz, je suis d'accord, elle est amusante. Il y a beaucoup de péripéties qui sont drôles, mais la manière dont ça se justifie à la fin, pour moi, c'est très petit, quoi. Est-ce que ça doit occuper, je sais pas, 15 minutes du film, juste pour être un peu une distraction un peu déconnectée, et à la fin ça se rejoint, et je trouve que c'est un petit peu ça montre aussi que le film a pas tant de choses à dire et qu'il a besoin de gagner du temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, quoi. C'est un petit épisode filler, quoi, au milieu du film. Oui, un petit peu, quoi. Ouais. Question, as-tu vu la scène post-crédit? Je n'ai pas vu de scène post-crédit. Non plus. Tiens. Faut rester. Mais il fallait dans les backgrounds. C'est bien, comme ça on peut dire aux auditeurs auditrices qu'il faut rester. Il y a une scène post-crédit, voilà. Je savais pas. Voilà, et qui du coup met en scène notre armée de Buzz, je n'en dirai pas plus. Oh là là, du suspense. Bon, les petits amis, est-ce que vous avez encore des petites choses à dire sur le film? Sinon, on va passer à notre deuxième film d'animation de notre sélection. Je tiens quand même à dire que Edouard a mis son plus beau t-shirt de Toy Story.
Voilà. Les visiteurs, Ouais, c'est venus ça. d'ailleurs. J'allais le faire. Mais vers l'infini et oh là là. Donc voilà, c'est Ah, important à mentionner pour nos Ouais. auditeurs qui Voilà. nous écoutent. C'est ça. Voilà, donc, C'est en audio description, ce un grand podcast. fan. Un grand fan que je suis. Voilà. Non, mais je me suis laissé cueillir encore une fois. Vous la découvrirez sur la photo, justement, qu'on prendra après l'épisode et qu'on publiera sur les réseaux. Abonnez-vous à Ce n'est que du cinéma si ce n'est pas encore fait. Et à Pour voir plus Surimpression de d'ailleurs. photos d'étoiles. Bon, les amis, on va passer au deuxième film du coup de notre sélection. Nous allons sans plus attendre passer à Jim Queen. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah, Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? quel enfer. Fais-moi monter, Jim. Ah, Jim parfait à embrasser une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le Marais. Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Tu vas devenir hétérosexuel. Alors, Jim Queen, c'était le film mystère justement du festival Surimpression qui a eu Tout à lieu fait. le week-end passé. Donc il y avait une dizaine de films en présentation dans ce festival pendant tout le week-end. Et il y avait un slot mystère, un film avec un gros point d'interrogation, même si des indices avaient été cachés un petit peu partout sur vos réseaux. Les gens sont venus, voilà, parfois même certains voulaient venir à Aftersun, mais c'était full. Et du coup, ils se sont retrouvés dans ce truc mystère et ils ont encore plus kiffé que d'avoir vu Aftersun. Ce film, c'était Jim Queen. Ouais, peut-être tu peux nous parler un peu du festival. Certains ont deviné quand même. Ouais, il y avait des quand gens même qui des ont gens deviné, dans ouais. la salle qui, on leur a demandé un petit peu avant, est-ce que vous vous attendez à voir est-ce que vous savez ce que vous allez voir? Et il y a quand même des gens qui avaient deviné que c'était Jim Queen. Du coup, Oui, oui. pas beaucoup, mais bravo à elle. Parce Bien qu'un des indices, c'était notamment que le film avait été présenté à Cannes cette année 2026. Tout à fait, Donc ça donnait déjà un petit indice. Voilà, film d'animation pour le petit pitch de ce film Jim Queen. On va suivre Jim, qui est une icône sexy de la scène gay parisienne, mais qui va voir sa vie complètement basculer lorsqu'il va contracter l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuel. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos, à l'exception de son dernier followers et aussi premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer évidemment, et ensemble du coup ils vont partir en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Voilà, vous avez compris, avec ce pitch complètement déjanté, on est sur un bon délire et le film effectivement ne va pas nous décevoir. Donc film de Marco Nguyen et Nicolas Attan avec Alex Ramirez dans les voix de doubleurs, Jérémy Gillet, Cocorico, c'est un bruxellois, notre Jérémy Gillet, tout à fait, dans le rôle de Lucien. Et il y a même un petit caméo de Philippe Catherine dans le rôle de la voix de la prostate de Lucien. Voilà, comme ça, Incroyable, ça, c'est dit. incroyable caméo quand même. Incroyable caméo. Et apparemment, l'anecdote, quand il est venu dans le studio de doublage, on lui dit: mais vous savez pourquoi vous venez ici? Oui, je sais. Il était très très au courant que c'était pour ça qu'il venait doubler. Très bien, donc petit tour de table. Je sais que toi, Edouard, t'as pas eu le temps de le rattraper celui-là, mais En effet, je n'ai pas eu le temps. t'inquiète, ça doit être fait, ça sera fait, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un énorme coup de cœur. Voilà, je spoil déjà mon avis. En très rapide, on fait un petit tour de table. Julie, toi, ce Jim Queen qu'on a vu ensemble au festival Surimpression, du coup. Oui, alors c'est une super comédie d'animation pour adultes, super déjantée, très folle. Les scènes sont génialissimes, c'est très jouissif, ça fait du bien, c'est rigolo. Ça fait du bien par où ça passe. Et toi, Julien? Ouais, tout pareil, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai énormément ri, je pensais que j'allais rire, mais je pense que j'ai ri au moins 2 fois plus que ce à quoi je m'attendais. Le film est d'une inventivité rare. Et en Vraiment. plus d'un rythme complètement démentiel, quoi. Ouais. Ça dure 1h30, t'as l'impression que ça a duré 20 minutes tellement c'était fun. Et puis dès la première scène, t'es tout de suite pris dans cette salle de sport et t'as genre clac, 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 et ça va vite et c'est marrant et c'est fou. Enfin, moi c'est un énorme oui, quoi, ce truc. Avec aussi cet avantage que c'est un film qui est accessible vraiment à tous, c'est-à-dire c'est pas que pour des gens issus de la communauté gay. Tout à Alors fait. c'est un film qui se dit LGBTQI+, en vrai c'est surtout concentré sur le G, la D'ailleurs, partie ils le gay. disent dans le film. Voilà, à un c'est moment. très G, quoi. Mais c'est super parce que c'est à la fois des clins d'œil et aussi une autocritique un petit peu de la communauté, mais en même temps c'est hyper inclusif dans le sens ceux qui ne connaissent pas cette communauté-là et en fait c'est super malin d'avoir Lucien du coup qui lui est encore dans le placard, donc ne connaît pas la communauté, donc elle la découvre en même temps que nous, avec plein de références. On les aura peut-être pas toutes comprises évidemment, mais en vrai j'ai eu l'impression de bien comprendre les blagues qui étaient dedans et c'est à mourir de rire ce film.
Mais tu parlais de l'accessibilité. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis un peu renseigné sur les 2 réalisateurs et les 2 scénaristes. Du coup, il y a 4 personnes, on va dire, derrière le film. Il faut savoir que dans les réalisateurs, il y en a un qui est homosexuel, l'autre qui est hétéro, et dans les scénaristes, c'est pareil. Ouais. Et du coup, ils voulaient vraiment avoir ce côté, avoir plein de références, être très accurate un peu sur la manière dont ils décrivent la communauté gay, mais et en même temps avoir toujours cette accessibilité, comme tu l'as dit, que tout le monde puisse s'y retrouver dans le film et comprendre les blagues, et être investi dans l'histoire, etc. Et je trouve que ça marche parfaitement. Enfin, À vraiment, fond. À fond. Et en C'était plus- un peu, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'était un peu la seule vraie sensation de Cannes. J'ai l'impression, tu vois, un truc qui a vraiment retourné tout le monde et un peu en énorme surprise qui est venu saisir un peu tout le public cannois, j'ai l'impression, quoi. Parce que À c'était fond. pas le genre de Cannes, apparemment, Mais cette oui, oui. année. Ouais. Donc je pense que ça a fait du bien aux gens. Ah, C'est- peut-être. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, tout le monde en parlait Oui. un peu, genre. Mais ouais, moi, ça c'est- a été la grosse c'est- sensation à fond. C'est ça, ouais. c'était une séance de minuit en plus, je pense. Donc c'est toujours Ah, ça les devait séances être les plus rock'n'roll. Génial de voir ça en séance de minuit, Je quoi. pense aussi, ouais. En plus, quel petit bonheur de voir ce film arriver parce que j'ai découvert qu'il a eu vraiment du mal à se financer. Il a même dû lancer en urgence un crowdfunding pour vraiment pouvoir terminer le projet. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens, de kidam qui ont mis 100, 200, 350 euros, 1000 euros pour soutenir le film parce que ça a été très difficile à faire. Et qu'est-ce que c'est bien. En plus, l'animation est belle. Franchement, elle est à la fois simple dans le trait, mais pétante de couleurs. Bon, évidemment, quand tu parles de communauté LGBT, c'est bien qu'il y ait plein de couleurs dans tous les sens, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est super fluide et tout. Enfin, il y a des idées à la pelle toutes les 3 secondes. Il y a des idées visuelles. Enfin, c'est juste Mais génial. j'ai l'impression que l'animation, c'est quand même vraiment formidable ces temps-ci, notamment en France, quoi. Parce que là, il y a eu Mars Express il y a pas si longtemps Oui, que ça. je l'ai vu, génial ça. Puis après, du coup, il y a eu Arco. Arco, Ré- Flow récemment aussi, récemment, aussi Flow. un projet Amélie, européen. la Amélie, musique c'est des- ça. Amélie à fond. J'ai l'impression que l'animation, Ouais. ça Ça, bouge en masse. se porte bien, hein. bah, et pourtant ouais, ça c'est coûte dingue, un bras à faire l'animation. Bah, hein. c'est sûr, ouais. Mais après, du coup, là, ils ont galéré. Donc, à fond. ça prouve que il y a des bonnes choses à financer un peu partout. Ouais, Il ouais. faut- Si Kevin nous entend, il va être content. mais il y a très des- fan d'animation. Il y a des films plus adultes, je trouve, mais qui gardent quand même leur magie. Et Jim Quinn, justement, c'est ça. C'est quand même pour public averti. Il y a plein de blagues assez salaces et plein de clichés, mais en même temps, ça va à fond dedans. Et c'est ça qui est génial. Et justement, parce que par exemple, moi, j'ai du mal avec Rick et Morty ou avec des South Park au niveau juste du graphique. Je trouve que après c'est assez intéressant ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Mais là, je trouve justement que les couleurs sont belles, que c'est beau, que c'est agréable à regarder. Donc je trouve que ça fait plaisir d'avoir cette magie aussi pour les adultes. Et je crois que dans des films qui sont notamment de plus en plus ternes, hein, il y a vraiment ce constat. Enfin, en tout cas, les live action sont beaucoup plus ternes, donc plus gris, Oui, oui. d'avoir de la couleur qui revient, et notamment du coup grâce à l'animation, ça régale, hein, je pense. Et à mon avis, pas que nous, presque tout le monde s'accordera à le dire, je pense. À fond. Et puis même dans la direction artistique, à un moment, ils vont danser dans cette boîte, le Power Boys, mais c'est une énorme boîte, ça n'existe pas des boîtes aussi grandes, mais c'est génial. Oui. Et il y a plein d'idées comme ça. Alors la tour de la ministre est une énorme tour qui ressemble à l'œil de Sauron presque, Oui, qui est complètement. super haute. Non, Et c'est génial. Et la ministre qui est complètement librement inspirée de Christine Boutin, quoi. à Tu fait. vois, évidemment, le film a pris une proportion politique. Il disait en interview, les réals, qu'à la base, quand le projet a commencé, il voulait que ce soit juste une comédie légère, inclusive, mais avec tout ce qu'on a décrit, mais qu'en fait, la réalité s'invitait tellement, l'actualité s'invitait tellement dans la vie, avec des dingueries qu'on entendait, des sorties de politique toujours plus réactionnaires, qu'ils ont dû se positionner, en fait, et ils sont partis, ils ont fait évoluer le scénario vers un truc vraiment de revendication, parce que ce qui avait l'air d'être évident dans des pays comme la Belgique, la France et nos pays européens de façon générale, c'est-à-dire que t'as le droit d'être qui tu es et d'aimer qui tu veux et que franchement, mais qu'on leur foute la paix, et c'est pas évident, même dans un pays comme la France ou la Belgique, quoi. Donc c'est trop marrant, il y a plein de clins d'œil, quoi, vraiment. Quand elle lui dit littéralement Lucien, reste bien dans ton placard, enfin tu vois, littéralement c'est ça, où il veut la marier, elle veut le marier d'office à un moment donné, donc elle dit elle lui dit genre oui, je t'ai préparé avec Marie Cunégonde de je sais pas quoi, Oui, en plus tu vois, il y a tout un comme truc, ça. voilà. Et puis elle lui dit mais du coup pour faciliter votre rencontre, je vais préparer une tarte aux abricots, tu vois, donc en plus même il y a un clin d'œil, genre l'abricot, bah oui, symbole, donc elle veut absolument pas qu'il soit gay, quoi, tu vois. Non mais c'est enfin il y a des kilotonnes d'idées, quoi. Et alors, évidemment, quand ils sont, ce que j'adore, c'est les symptômes de la maladie, quand l'hétérose commence à s'installer, quoi.
tu commences à comprendre les règles du hors-jeu au foot, quoi. Tu commences même à C'est drôle, t'intéresser au foot. Tu vois, genre. D'ailleurs, le virus, quand il est zoomé au microscope, bah, tu vois, c'est pas un coronavirus, c'est une balle de foot. Le truc. C'est incroyable. Tu commences à faire des fashion faux pas. Donc Les tu commences fashion à faux mettre pas, des chaussettes blanches avec des sandales. à fond. Du coup, tu rentres plus dans les boîtes gays. Non, c'est ça, il y a plein de critères comme ça. Et puis à un moment donné, quand vraiment il est. Enfin, c'est genre, allez les bleus. C'est vraiment là, c'est foutu, tu vois. Non, mais franchement, j'étais mort de rire. Mais dans la salle, les gens, ils n'en pouvaient plus, quoi. C'était trop bien. Bon, mais. Ouais, j'ai hâte d'aller le voir. Hein. Ouais, Oui, franchement, oui. ça doit être vu. Vu comme vous en parlez, mon Dieu, j'ai hâte d'être dans 2 jours. Et il Ouais, y a ouais. aussi la dimension musicale, on n'en parle pas assez, mais la musique est absolument génialissime. Il y a une séance de karaoké. La première scène, elle est vraiment magistrale parce que c'est une sorte de séance d'influence. Enfin, il se filme en fait, et donc c'est comme un reel d'influenceur, mais en mode comédie musicale. Et vraiment, ça donne un peu le ton du film. Donc vraiment, il y a toute cette partie musicale pour moi qui est vraiment génialissime. Après, j'avais envie d'écouter toutes les chansons, c'est trop bien. Oui, il y a une parodie de la chanson de la collection là, dans la caverne de la petite sirène. Oui, De c'est Lucie. incroyable. Oui, ça. aussi. Ah, là, Et tu c'est vois tous super. les dildos et les sextoys, et là, genre, j'en ai plein. Tu vois, c'est la petite sirène quand elle est dans sa caverne, tu vois la scène. C'est juste génial, quoi. Je me suis demandé comment ils ont eu les droits de parodier le truc, mais je suppose que Disney est OK avec ça. S'ils ont besoin de droits. Oui, je suis pas peut-être, sûr. En vrai, tu peux faire une parodie comme ça, tranquille, oui, c'est ça. Ils disent non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, toute C'est une ressemblance avec une coïncidence. scène existante. Non, parce que même la chanson est un peu copiée, quoi, tu vois. Non, mais c'est trop bien, vraiment. Moi, j'ai adoré. Faut absolument aller voir ça. Mais tu dis, il est pas encore sorti. Il est sorti ce mercredi, hein, Il quand même. sort ce ce mercredi. Ah, il mercredi. sort ce mercredi. Il Ah, je pensais qu'il sort, l'était ouais. déjà. Et non, il sort le 24 juin. Il est sorti en France. Edouard, il sera. C'est ça, il y a une date décalée avec la France. Edouard, il sera. Très bien. Absolument, ouais, c'est sûr. Pour survivre en temps de canicule. Oui. Oui, allez dans Allez le au cinéma. Aller dans cinéma. le cinéma à fond. Non, mais c'est vrai. Il fait bien Premier frais. degré. Premier degré. Ouais, premier degré ou 36 degrés. Ou 36 degrés. On dit Bah, ça au 36e degré. Absolument. Oh Allez au là cinéma. là. Bon, les amis, très bien. Écoutez, on va passer à la 3e sortie du moment. On va passer à là, on quitte les couleurs. Là, on va vers quelque chose qui a une couleur jaunasse de papier peint, un petit peu déprimant. Tout doux, Tout doux. Martin, On y tout va. Je suis un animateur neutre, évidemment. Nous allons parler de Backrooms. Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see? All these rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you hear me? I don't understand. What is this? Alors Backrooms, les amis, je suis allé voir comme à chaque fois le petit pitch sur Allociné. Franchement, là, ils nous ont régalé. Ils ont rien écrit globalement. Donc il y a une ligne qui dit « Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles ». Merci Allociné. Super. Vraiment, Magnifique. franchement, des fois ils te font un roman pour un film. Ouais. Et je Mais dois le couper. suspense est là. Et là, vraiment, une étrange porte dans un sous-sol de magasin de meubles. Merci Allociné, si vous nous entendez, mettez à jour le pitch, s'il vous plaît. C'est un film de Ken Parsons, qui est un jeune YouTuber à la base, qui avait commencé à faire des vidéos à l'âge de 16 ans. Enfin, je sais pas à quel âge, mais en tout cas, à l'âge de 16 ans, il développe déjà ce concept un petit peu qu'on va retrouver dans Backrooms. Et là, il a que 20 ans quand il se retrouve à donc à diriger des acteurs comme Chiwetel Ejiofor, qu'on avait connu et qui est oscarisé pour 12 Years a Slave, notamment. Renate Reinsve, qu'on adore, mais juste, il y a plus besoin Il y de a la des prix présenter. d'interprétation aussi. Hein. Voilà, de fou. Et donc, il se retrouve avec 2 Rolls-Royce du cinéma. Le gars, il a 20 ans. On lui file 10 millions. C'est énorme, 10 millions. Obsession avait coûté 1 million, tu vois, par exemple. 10 millions, il en a rapporté. Il continue encore de faire tourner le box-office. Ouais, mais c'est- quand j'ai vérifié, il est à 300 Ouais, millions. c'est hallucinant. Ouais. De in déjà. Rotten Tomatoes, on est à 87%. Donc, les gens sont vraiment convaincus. Voilà, c'est un phénomène internet qui devient absolument culte maintenant. Donc, ce Backrooms, petit tour de table, je tourne dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a bossé en quelques mots, Julie? Moi, je suis vraiment passée à côté. J'ai trouvé ça assez déprimant. Voilà, dans ce que ça me racontait, visuellement, j'ai trouvé ça assez irritant. Voilà. Irritant. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire irritant comme objectif pour un film. Oui, non, c'est pas forcément agréable. On n'a pas dit que c'était agréable Non, de regarder voilà, au niveau Backrooms. de la C'est musique, c'est littéralement ce que j'allais dire. Les adjectifs toi, sont Edouard justes, mais c'est pour ça que c'est génial. C'est une Voilà. expérience un Donc peu toi, Edouard difficile. En Bah ouais, quelques moi j'ai kiffé vraiment. En fait, je pense que c'est vraiment un truc qui est très très internet, quoi. Je pense qu'il faut avoir un background, un backroom pour pouvoir un peu comprendre, je pense, Ça parle les anglais. subtilités. Ça Voilà. parle anglais ici. Très bien. Et toi, Julien? Et moi, je suis aussi assez enthousiaste par rapport au film. Il a des défauts. Je pense qu'on va
y revenir, mais oui, moi j'étais aussi déjà client de ce que faisait Ken Parsons sur Internet, et là j'ai trouvé qu'il arrivait assez bien à adapter ce qui était déjà réussi, tout en apportant de nouvelles choses. Donc ouais, moi plutôt un oui. Et moi, plutôt un non, en fait. Même si je reconnais des qualités absolument phénoménales, mais juste, voilà, donnez-lui tout de suite l'Oscar de la déco et qu'on passe à autre chose. Parce que c'est vraiment, pour moi, tout ce qui a à sauver dans le film, vraiment. Voilà, à part quelques scènes un petit peu... parce que quand c'est les deux acteurs... En fait, les scènes où les deux acteurs, Chiwetel Ejiofor et Renate Zve, qui du coup jouent son psychologue, entre guillemets, ces deux scènes-là de discussion sont chouettes. Et il y en a d'ailleurs à 2 moments. Quoi, j'ai dit quoi ? Je trouve que c'est les pires scènes. Ah bah c'est fou, tu vois, on est pas d'accord. Je suis d'accord. Let's go pour le clash. C'est les pires Moi, c'est mes scènes. scènes préférées, donc voilà. Non, mais voilà. Mais on n'a peut-être pas aimé le film pour les mêmes raisons. En tout cas, moi, je suis passé complètement à côté. Je me suis senti poisseux en sortant de là. Ouais. Je sentais la naphtaline et le vieux papier peint jaunasse moche. Et j'avais juste envie de prendre une douche. Et puis, comme il faisait 36 degrés, j'avais vraiment envie juste de prendre une douche. Donc, c'était compliqué pour moi. Mais du coup, la parole d'abord à ceux qui ont aimé en face de moi, là, les deux zigotos, là. Dites-moi tous ce Backrooms. En spoilant pas trop si possible, ou en tout cas si vous avez des trucs à dire, vous prévenez qu'il y a un petit spoil. Alors, si il y en a qui aiment le papier peint, on est servi de dingue. Non mais moi j'aime toujours bien ces histoires de passage en fait, tu vois. Donc déjà rien que ça me plaît de savoir qu'il y a un autre univers dans notre univers. C'est toujours assez incroyable quoi d'avoir ce genre de choses, donc notamment ce passage dans le sous-sol, et j'aime bien moi l'esthétique un peu comme Narnia quoi. Ouais, c'est littéralement Narnia. Narnia hardcore. Oui, c'est Narnia un peu, voilà, si vous avez aimé Narnia, vous pouvez peut-être aimer vraiment mais pas sûr univers. pas sûr là, j'imagine tous les enfants et les parents qui font genre qu'est-ce qu'il a dit Edouard. Non voilà, parce qu'il faut 16 ans, j'ai dit l'âge limite c'est 16 ans. J'allais dire ne mettez pas vos enfants devant Backrooms s'il vous plaît. Non mais voilà, moi en fait je suis très fan de l'esthétique en fait des années 90 comme ça, très comment dire, oui les chemises un peu oversize, les vieux magasins de fourniture, les trucs un peu dans ce style là quoi. J'aime beaucoup déjà l'esthétique de base, et c'est vraiment un film qui est très esthétique. Et en fait je pense que on ne reste pas assez à la surface pour moi de tout ce que représentent les backrooms, parce que c'est très 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 large en fait. Si tu fouilles un peu sur internet, du coup les backrooms sont des backrooms en elles-mêmes, c'est à dire que tu peux t'enfoncer dans les infos et dans les infos et dans les infos, tu t'arrêtes jamais en fait. Je pense que les backrooms, si tu veux passer 18 ans sur internet à chercher des backrooms, sur les backrooms, tu vas trouver des gens qui en parlent et qui théorisent et ainsi de suite. Et cet imaginaire-là, moi, me plaît beaucoup d'avoir des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, qui n'existent pas vraiment, et d'un autre côté, si, et en fait, non. Et c'est là où c'est fantastique, c'est qu'on est dans un entre-deux, dans un monde qui n'en est pas un, qui n'existe pas réellement, un peu distordu. Et en fait, c'est là le sentiment que m'a laissé le film, c'est... Il y a un truc... dans le film, ils le disent beaucoup, ils disent « something's off ». Et c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui va pas. Une étrangeté. Ouais, il y a une atmosphère, il y a un truc, tu disais crasseux. Je pense pas que c'est le terme exact Poisseux, que moi j'utiliserais, mais en tout cas anxiogène, déroutant. Et c'est là-dedans que ça m'a plongé. J'étais pas bien après le film, franchement. Et c'est ça que j'ai apprécié, parce que c'est un peu ce que ça recherche à faire, j'ai l'impression. Mais non, moi, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois peut-être pour vraiment l'apprécier, ou alors pas du tout. Ça dépend, mais je pense qu'il y a... Je fais des signes qu'il faut le voir 3 fois pour comprendre. Oui, voilà. Je suis pas sûr. Je vais laisser Julien en parler un peu, mais moi j'ai vraiment kiffé. J'aime bien ce genre de proposition, en tout cas, bien que ça se sent que notre ami Ken Parsons est un peu jeune, peut-être, pour avoir eu des clés pareilles, quoi. Très bien, je vois que ça te fait rebondir tout de suite. Ouais, moi je suis assez d'accord. Ce que j'aime dans le film, c'est vraiment le mystère, le vertige que sont ces backrooms. On aimerait y trouver une métaphore, et en fait on a du mal, je trouve. D'un côté, on peut se dire ça évoque l'IA générative avec ces décors qui n'ont aucun sens et qui ressemblent de loin à quelque chose qu'on connaît, mais quand on se rapproche, ça n'a pas de sens. Ça fait penser aussi à un univers peut-être psychologique où le héros s'enfermerait pour pas affronter la vérité. Donc, dans son inconscient, un peu. Tout à fait, quelque chose où tout serait faux, tout le sens serait déformé parce que il n'accepte pas la vérité, il n'accepte pas la vérité des choses, en tout cas. Ça, c'est ses actes à lui. Donc voilà, il y a plein de pistes comme ça, et moi j'aime bien que le film soit assez lent, mine de rien, il se passe pas tant de choses que ça, il est assez contemplatif, c'est pas une horreur qui va vraiment t'agresser les oreilles, où il y a quelques petits jumpscares, mais c'est pas... C'est très rapide. Hein. C'est très minoritaire dans le film, on est vraiment dans l'exploration de ces backrooms, et
Et c'est une fin en soi pendant un long moment et je trouve ça assez génial. Là où je suis d'accord et je rejoins Edouard et du coup ça relate un peu ce que tu disais Martin, je trouve que Ken Parsons est effectivement un peu jeune et je pense que ça traduit le fait que les dialogues, en tout cas les dialogues qui se veulent un peu psychologiques, un peu thérapeutiques, me paraissent assez faux, assez artificiels et je me dis, ah là c'est l'idée d'un gars de 20 ans, enfin c'est ce que se dit un gars de 20 ans de ce que sont les névroses de quelqu'un de 40. Oui, ça se ouais, voit que c'est c'est- quelqu'un qui oui. les a pas vécues et du coup ça me paraît assez artificiel. Et du coup dès que le film parle un peu et vraiment dans la discussion, je trouve que c'est un peu laborieux et il est vraiment mieux que quand on suit des personnages qui marchent à travers ce labyrinthe et on guette un peu qu'est-ce qui va se passer. Et même s'il se passe pas tant de choses que ça, moi j'ai quand même été captivé tout du long. Et malgré tout, c'est ce que j'allais dire, j'ai rebondi rapidement, mais en fait, les dialogues, c'est vrai qu'ils sont, je pense, vraiment le point faible de ce film-là, un gros point faible. Ils sont interprétés par des acteurs extraordinaires, quoi. Donc en fait, Oui. j'ai l'impression qu'ils sauvent quand même. Ils arrivent à je sauver pense, le truc, ouais. quoi. Alors soit tu prends deux randoms qui feront très bien le travail exactement comme dans Obsession, ou alors tu prends des têtes qui sont pas non plus des comment dire, ils ont pas pris je sais pas moi, j'en sais rien, mais Tom Hanks ou Jacob Oui. Elordi, tu vois, enfin C'est pas non plus des super c'est stars pas le hollywoodiennes. c'est pas le triple A C'est des des stars, stars, mais ouais, mais c'est quand même des stars qui du coup ont du succès, qui sont Et c'est des pointures, compétentes, hein. quoi. Oui, c'est ça, mais Des c'est vraiment des gens vocations, ouais. c'est des gens compétents qui ne sont pas là que pour l'argent en fait, en gros, ou en tout cas pour faire vendre, tu vois. Mais là-dedans, du coup, c'est quand ça parle que ça marche le moins. On se l'a dit juste avant, et c'est un peu dommage. Alors soit on n'a pas été assez loin, assez profondément, ou alors on est resté pas assez en surface. Il y a un truc un peu étrange de soit tu as essayé d'expliquer un truc que c'est pas vraiment, ou trouver une réponse, alors que les backrooms, le but c'est qu'il n'y ait pas vraiment de réponse. Enfin, c'est là où il était à ça de se faire avoir par les machines et par c'est de vraiment donner une réponse au backroom, alors que c'est pas ça que la communauté veut des backrooms, c'est sûr et certain. Et ça aurait été un peu dommage de le faire. Là, tu peux encore trouver une interprétation, je pense. C'est pas non plus résolu à 100%, quoique. Et ce qui m'a aussi beaucoup manqué, moi, c'est que j'aime bien l'esthétique, mais notamment les séquences de POV, de found footage, ouais, me parle à fond, quoi. Et Oui, un peu comme la Paranormal et Activity, je trouve en quoi. fait que c'est le filtre qui manque à ce film-là. Je pense que ça aurait été presque bien même si tu le fais en format 16:9, de le faire entièrement avec des vieilles caméras. Et moi j'aurais adoré Moi, ça. c'est moi, les je pense. pires passages, c'était les passages VHS tout nazes. Donc Moi, t'imagines un film j'adore- entier sur ça, je crois que j'adore je ça. serais sorti. J'adore quoi. cette esthétique-là, donc voilà. Ouais, mais on n'aime pas les mêmes trucs. Et c'est puis sûr. et voilà, pour les gens qui sont un peu fans de ça et qui ont vu Skinamarink, à mon avis, Ken Parsons s'en est beaucoup inspiré. Skinamarink, c'est extrêmement chiant, hein. Vraiment, c'est que des plans de coin de porte mais je vous jure, hein, vraiment, mais par contre à l'intérieur de toi, c'est terrible de ressentir, comment dire, un truc anxiogène, et que tu as juste envie de partir, et d'un autre côté, tu es fasciné par ce que tu es en train de voir, et tu es dans cet entre-deux-là, quoi, qui du coup, dans lequel Backroom m'a mis, même si je pense que le film a été rushé, et que je crois qu'il aurait fallu un peu plus de développement, autre que les décors qui sont, c'est vrai, exceptionnels, en vrai de vrai. Et à part ça, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais on a hâte de voir pourquoi vous n'avez pas apprécié. Alors, j'ai trouvé la narration hyper poussive. En fait, j'ai pas réussi à suivre l'histoire. Ça m'a pas spécialement intéressée. Et pour moi, le gros problème du film, c'est que je déteste Clark. Et vraiment, je ne supporte pas ce personnage. Je le supporte pas Océan chez sa psy. Je le supporte pas dans ses backrooms. Il y a aucun moment en fait où j'ai de l'empathie, où j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière ces pièces. Et donc c'est avec la psy que j'ai envie de découvrir ce qui se passe, parce que le personnage a l'air beaucoup plus attachant et fort. Je trouve que le phénomène des backrooms est assez intéressant aussi. Je trouve que le début est assez mystérieux, mais à partir du moment où il ramène ses copains, en fait, je trouve que c'est poussif, je trouve que c'est mal écrit, je trouve qu'en effet, les scènes, on a l'impression de voir une sorte de vieux film de développement personnel un peu foiré, genre Le Secret. Et du coup, moi, je me dis, mais qui a écrit ça ? Ça va pas du tout. Et avec cette esthétique hyper vieillotte, je me sens un peu enfermée, un peu emprisonnée. Ça m'a rappelé Inland Empire de David Lynch, dans ce côté labyrinthique. Mais il y avait aussi une musique extrêmement angoissante qui me rappelle aussi Backrooms. Ça m'a rappelé Severance, mais pour moi, raté parce que... J'ai pensé à la série Severance, si vous l'avez vu. Au niveau de l'écriture, il n'y a pas ces personnages conçus. Enfin...
ce côté labyrinthique dans les bureaux. Et donc, pour moi, ça manque un peu de tout. L'esthétique me plaît pas, le sujet me plaît, mais il est pas bien développé. Et surtout, moi, j'ai du mal, en fait, quand après, on me montre un peu les monstres et qu'on m'explique pourquoi ceci, pourquoi cela. Je trouve ça très plaqué, très figé. Et ça m'empêche, moi, de me faire mon monde et de me dire, ah, ça pourrait être aussi ça. Parce qu'il y a des super plans, en fait, avec le décor qui s'effondre, avec tous les souvenirs. Et je trouve que ça manque de mystère, en fait. Ouais, tout à fait. On veut trop expliquer les choses et nous prendre par la main. Bon, après, je me dis, pour un mec de 20 ans, c'est absolument génialissime comme film. Voilà, on s'entend, il a quand même réussi à diriger quand même 2 super acteurs. Mais moi, ça me parle pas du tout. Je trouve ça angoissant et poisseux, comme tu dis. Je me sens pas bien, ça colle et ça me touche pas. C'est un peu le but, en fait, je pense. Peut-être dernier retour de la défense, et puis après on laissera aux auditeurs auditrices le soin de se faire leur avis. Moi je suis d'accord avec toi par rapport à Clark, c'est pas un personnage attachant et je pense qu'il est décrit dès le début comme un tête à Clark. Oui, quelqu'un en tout cas d'antipathique, mais après pour moi c'est plus le mystère qui me guide et du coup je fais un peu je pense qu'il y a beaucoup de films avec des personnages un peu antipathiques, mais là où je suis pas vraiment d'accord sur le fait que le film explique trop, je trouve que justement il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas expliquées et que le film est un peu... il y a des choses qui sont expliquées pour offrir quelque chose d'un minimum satisfaisant, mais encore une fois, la métaphore de ce que sont les backrooms et pas mal d'aspects restent un peu mystérieux. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un équilibre qui est plus ou moins atteint. Mais après, bon, je pense que chacun a son échelle, on va dire, à ce niveau-là. Mais je vais laisser Edouard. Allez, je termine par un petit truc. En fait, le mystère, justement, moi, je trouve qu'il y en a pas assez, justement. Et en fait, je crois que c'est ça qui est casse-gueule aussi dans les backrooms, c'est qu'en fait, les backrooms sont angoissantes juste parce qu'elles sont. C'est-à-dire une pièce derrière un mur que tu trouves et qui n'a pas de fin, qui n'a pas ni queue ni tête, c'est ça qui est angoissant. Donc en fait, y mettre des créatures, on va rester vague, des entités, déjà c'est casse-gueule, premièrement. Et ça, il l'a assumé. Donc voilà, il a fait ce choix-là, il l'a assumé. Et en fait, les backrooms aussi n'ont pas de personnage en fait de base. C'est que des footages de caméra et donc c'est très difficile dans un univers qui existe déjà et qui est apprécié de beaucoup de gens de se dire je vais mettre un personnage là-dedans et qui va être ce personnage. Et donc à mon avis ça a dû être un casse-tête zinzin à l'écriture. Je sais pas si les personnages sont les meilleurs choix. Je pense que celui de Clark est un bon choix selon moi, même s'il est pas attachant et qu'il est un peu affreux, c'est vrai. Celui de Renzo est aussi assez bien dans cette innocence et dans sa fonction de psychologue, quoi. C'est un personnage intéressant qu'on peut amener, mais d'un autre côté c'est très dur en fait de mettre un visage sur un truc qu'il n'en a jamais vu en fait. C'est là où c'est des choix cornéliens. Je sais pas si un meilleur réalisateur ou un meilleur auteur aurait fait un meilleur film, mais c'était des choix importants à faire qu'il a fallu trancher à un moment. Il a tranché de cette manière-là. C'est son choix, faut le respecter ou pas, mais voilà, donc GG à lui quand même, parce que exceptionnel de faire ça à 21 ans, 21 ans, c'est fou. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avant de passer à la pépite de notre ami Julien, les backrooms, c'est pas seulement en images de synthèse, ils ont construit plus de 2800 mètres carrés de décors sur 4 plateaux de tournage différents, recouverts du coup de milliers de mètres carrés de papier peint et de moquettes, et que du coup c'était tellement grand qu'ils devaient distribuer des maps à toute l'équipe de tournage pour qu'ils se paument pas, parce que effectivement ça devait être sacrément angoissant pour l'équipe aussi, parce qu'il y avait moins de se perdre en fait dans ces 4 tournages. Il y a d'ailleurs des shots où c'est ça qui se passe, hein. En fait, ils ont laissé l'acteur partir dans le truc et il s'est perdu, vraiment. Donc, il y a des moments, c'est vraiment de l'effroi que vous voyez sur leur visage parce que t'es paumé là, quoi. La légende raconte que certains acteurs sont encore coincés dedans. On n'a pas été leur ouvrir. T'imagines le truc. Incroyable. Mais ouais. Bon. Bah, très bien, en tout cas on ne se mettra pas d'accord sur ce film, hein, vraiment c'est bien, mais c'est bien de temps en temps qu'on soit 2 contre 2, là vraiment là le clash est consommé, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez pensé de ce film Backrooms, on a très hâte de vous lire, et puis bah nous on va passer à la pépite du passé. This isn't real, I swear to you, this is just some game. If it kills her, it gets me, and goes straight down the line whoever started it. What exactly is supposed to be following you? I don't know. Something happened. It's not what she thinks, okay? You don't believe me. Mom?
No, it's me. Everything's okay. Alors avant de te donner la parole, donc It Follows, je vous fais rapidement la petite carte d'identité. C'est un film sorti en 2014, réalisé par David Robert Mitchell, qui a coûté seulement 1 million et qui en a rapporté 23. Donc bien joué pour ce petit film de genre sans prétention. 95% Rotten Tomatoes, donc on est quand même sur un méga carton. Et raconte-nous, c'est quoi le petit pitch de It Follows? C'est quoi ce truc qui te suit désespérément? Donc, l'histoire de It Follows, du coup, c'est l'histoire d'une adolescente qui va coucher avec son petit copain. Et à la suite de ça, elle va se rendre compte qu'elle est suivie par une entité qu'elle est la seule à voir. C'est une entité qui prend l'apparence de n'importe quelle personne. Ça peut être des gens qu'elle connaît ou des gens qu'elle connaît pas. Et c'est une créature qui te suit, pas très rapidement, mais qui te suit tout le temps. Et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de la refiler à une autre personne en couchant avec cette autre personne, en gros. Donc là, c'est vraiment un pitch vraiment du concept. Et du coup, c'est un film de David Robert Mitchell qui est sorti en 2014-2015 selon les pays. Et c'est, à mon sens, un des premiers films de ce qu'on appellera plus tard l'elevated horror. Donc, c'est-à-dire c'est cette horreur un peu élevée, un peu plus sophistiquée, un peu plus riche thématiquement et qui ne se repose pas sur du gore, en tout cas pas que sur du gore et sur des jumpscares, mais qui cherche autre chose. Avoir un sous-texte. Tout à fait. Bon, après, ce serait un peu réducteur de dire que les films d'horreur n'en avaient pas avant, mais en tout cas, je pense que quand on dit elevated horror, on voit plus ou moins de quoi on parle. Et alors, moi, c'est un film vraiment que j'adore. C'est un de mes films d'épouvante favoris. Et j'adore vraiment ce que fait le cinéaste David Robert Mitchell, qui, pour info, n'avait plus fait de film depuis 2018 et revient cet été avec un film de dinosaures, quand même, faut le dire. Et assez improbable. Et donc, ce que j'aime dans It Follows, c'est d'abord, on va dire, la première couche, c'est le film d'horreur. C'est que je trouve que c'est une idée, l'idée d'être suivi par quelque chose que tu es la seule à voir et qui est une créature qui peut être n'importe qui. Elle est géniale et elle est magistralement exploitée dans le film. Donc avec une mise en scène qui emprunte beaucoup à John Carpenter, avec cette musique synthétique très années 80. Et tous ces plans, ces longs panoramiques, ces plans séquences, etc. C'est un film dont la paranoïa et l'étrangeté sont inégalées, vraiment, depuis qu'il est sorti, du moins. Et puis, en fait, on a toute la deuxième couche, je dirais, qui n'est plus vraiment un film d'horreur, qui est que, en fait, pour moi, It Follows, c'est aussi un très très beau film sur le passage à l'âge adulte, ce qui était déjà la thématique du premier film de David Robert Mitchell, donc The Myth of American Sleepover, désolé pour l'accent. Et en gros, on voit vraiment, c'est un film où il n'y a pas d'adultes dans It Follows. Il n'y a presque aucune figure d'adulte, c'est que des personnages adolescents qui sont seuls à se débattre avec cette créature. Et donc, qui sont seuls face à toute leur angoisse, et la créature va métamorphoser tout ça. Donc d'abord, il y a l'angoisse suprême pour les adolescents, qui est le rapport sexuel, tout simplement. Mais il y a aussi cette idée que la créature, elle va emprunter l'apparence de gens marginalisés. Alors d'ailleurs, l'histoire se passe à Détroit, ce qui n'est pas anodin non plus dans l'histoire des États-Unis. Il y a aussi cette idée que la créature, elle va prendre l'apparence du père. En fait, c'est la seule fois où on va voir le père de l'héroïne, c'est quand la créature va s'en emparer, on va comprendre que c'est son père via une photo. Et donc vraiment, au-delà de l'angoisse, il y a toute cette couche de spleen adolescent que je trouve très très efficace dans le film, très émouvant, vraiment. Et je pense que c'est ça qui lui ajoute, c'est qu'il n'y a pas que l'effroi, il y a aussi cette nostalgie-là, cette impression de l'âge adulte, qui est de ce passage à l'âge adulte où on laisse tout derrière nous, qui me plaît beaucoup et qui en font vraiment un film majeur pour moi. Qui veut enchaîner, les petits amis, sur ce It Follows? Vous l'aviez vu à l'époque, hein? Oui, toi, sûr, tu le cites souvent en exemple, mon Edouard. Je le cite souvent, ouais. Du coup, pour moi, ouais, en fait, il est un peu précurseur, hein, en réalité, à toute cette nouvelle vague d'horreur que moi j'apprécie énormément. Donc, j'en parle souvent, mais Get Out, évidemment, ou Hérédité, ou The Witch, ou en fait, c'était un peu cette nouvelle vague d'horreur, mais lui, il est arrivé vraiment avant quand même, parce que tout cela, c'est plus ou moins 2018-2019. Ouais. Là, on est en 2014, donc on est vraiment avant. Et moi, je l'ai vu en 2019, je l'ai pas vu à sa sortie, mais quand je l'ai vu, ça m'a hanté, vraiment. Et j'y ai pensé, je pense, pendant une semaine de suite, à me dire, mais imagine... parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc de... Du coup, j'ai un peu un rapport un peu étrange à la mort, par exemple. Et c'est un peu... Pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Je me l'étais pas forcément, formulé avant. Mais en fait, un truc qui va t'arriver, mais qui te suit constamment, bah ouais, la mort, c'est ça. C'est ça. Moins, donc, et en fait, c'est un truc affreux. C'est-à-dire que tu peux aller à l'autre bout de la planète, tu vas être tranquille pendant une semaine ou deux peut-être,
mais tu vas revoir ce truc et ça va revenir vers toi. Donc c'est un truc de dingue, je trouve que en fait juste le concept me met dans une angoisse mais incroyable. Et en fait, comme tu le disais avec les entités, c'est tellement bien exploité à tous les moments. Et ça, c'est que de la mise en scène. Parce que, en fait, la forme que prend cette entité, déjà, c'est très intelligent et intéressant d'avoir fait ça de ce style-là. Donc, ça peut prendre n'importe quel corps, forme, etc. Oui, apparence. Et notamment, je pense à une scène où elle toque à une porte et elle entre dans une chambre. Ça, c'est vraiment, comme je disais, il y a peu de fois où je crie devant des films. Celui-là, j'ai crié à ce moment-là. C'était pas possible de faire autrement. Et en fait, il est tellement riche en visuel et même en d'autres choses, parce qu'en fait, le gars qui couche avec cette fille lui explique directement. Et donc, en fait, par son biais, on comprend tout de suite le concept. Et du coup, ça nous met dans la peau du personnage assez vite. Et en fait, ouais, en effet, tu te rends compte que tu ne peux plus vivre rien, parce que tu es constamment sous cette menace, cette peur, et donc du coup tu as même peur de t'endormir parce que ça te suit en permanence. Et c'est là où je trouve qu'ils ont réussi un vraiment tour de force à nous plonger dans le film, et tu n'y en sors pas. Impossible que tu ailles. Même les plus distraits d'entre vous n'irez pas sur votre téléphone, c'est sûr. Tu vas regarder le film de A à Z et tu vas ensuite cauchemarder pendant plusieurs semaines. Si c'est ça que vous recherchez, si c'est ça que vous recherchez en tant que fan d'horreur, je vous recommande 1000 fois le film, et merci de l'avoir amené en pépite. Franchement, ça fait plaisir de parler de ce genre de trucs. Et toi, Julie, tu l'avais vu à l'époque? Moi, je l'avais vu, mais il m'avait pas vraiment marqué. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais vraiment passée à côté. Et là, du coup, je l'ai revu. Et déjà, je trouve que c'est une mise en scène vraiment virtuose. Comme tu disais, il y a des plans, il y a des grands panoramas. Je trouve que c'est hyper bien filmé, parce qu'on cherche en fait toujours la créature qui va apparaître. Et donc, je trouve qu'on est en tension en fait pendant tout le film. Et il y a à la fois une sorte de lenteur en fait, parce que le récit se déroule de manière assez lente. Il y a un côté un peu été, dans les corps, dans les vêtements, un peu une chaleur un peu étouffante. Et en même temps, on est suivi toujours par ça. En fait, je trouve que c'est génial, parce que c'est à la fois un film un peu d'adolescence, au sortir de l'adulte, avec cette créature qui te suit partout comme une culpabilité, et toute la découverte, en fait, les émois de l'été, de la sexualité, devient un peu un fléau. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et je le trouve très, très flippant. Justement, il y a une tension tout le temps, parce qu'on se dit ça va sortir de nulle part. Et surtout, on ne sait pas si... à un moment, il y a une scène qui est géniale, où justement le jeune en parle, et il voit quelqu'un arriver dans le fond, et on se dit tous... au secours, la créature va arriver, va le tuer, et il dit vous l'avez vu, et finalement tout le monde le voit. Et donc je me dis en fait on sait jamais qui est là et qui te poursuit, et c'est ça que je trouve génialissime. Le concept est vraiment bien, et il va du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas too much. Je trouve que les relations sont hyper intéressantes, hyper fines, que le fait, comme tu disais, que ce soit à Détroit, aussi le fait que ça soit un peu dans une petite ça fait un peu Wisteria Allen, et en même temps ça a l'air totalement délabré. Je trouve ça vachement bien. En fait, il n'y a pas vraiment de temporalité, et je trouve que c'est hyper universel du coup. Oui. Et je voudrais dire quand même que l'actrice principale est absolument géniale. Voilà. C'est Maïka Monroe, c'est ça? Ouais. Qui revient d'ailleurs avec un film d'horreur très bientôt. Ah ouais? Ouais, elle a le rôle principal. Je ne sais plus comment il s'appelle ce film, donc l'info n'est pas complète. L'info n'est pas complète. On peut prendre nos téléphones et regarder sur Google en direct. Mais elle était déjà revenue il y a 1 an avec Longlegs. Elle tenait déjà le premier rôle. Et est-ce que c'était bien Longlegs? Moi, je suis pas fan, mais il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Ouais, il y a toujours... dans Longlegs, c'est un peu différent, mais... il y a aussi ce truc de laisser le cadre bien ouvert pour que tu t'imagines tout le temps que quelque chose va arriver derrière, et que ça n'arrive jamais. Donc c'est Est-ce assez que le bon. film, je vois 2026, Reminders of Him. Non, là, ça a l'air d'une petite romance. Non, ou alors La main sur le berceau. Ah oui, 2025. Ça, non, je regarde un peu les sorties où il y a des années, soit de 25 ou 26. Victorian Psycho. Ah, c'est ça, je pense. Ah oui, c'est ça, c'était un certain regard à Cannes.
Voilà, Ah ouais c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est là où je l'ai vu. Voilà. Victorian Psycho. Ouh là là. Ouais, je pense que ça va être très, très, très intéressant, ça aussi. Et B. Bah oui, moi ça me fait penser un peu à Smile aussi. Il a pompé un peu le concept. Mais en vrai, Smile, sa version encore plus énervée de It Follows, quoi, et un peu moins subtile. Mais par contre, c'est plus divertissant. Hein. Ouais, plus divertissant, un peu plus énervé parce que tu meurs plus vite dans Smile. En fait, tu deviens fou et t'as maximum une semaine à tenir. À partir du moment où t'es contaminé, ça te suit et si t'es pas mort dans une semaine, c'est que Smile n'a pas fait son boulot. Et c'est juste génial. D'ailleurs, Smile 2, encore mieux que Smile 1. Et on le disait en off. Et oui, on se le dit. Smile 2 est mieux que le 1, voilà. Ouais, tout à fait. Non, moi du coup, je l'ai pas revu pour le podcast, mais je l'avais vu à l'époque. Et oui, ça m'avait fait un effet matraque dans la tronche, quoi. Moi, j'adore ces films. En fait, moi, je trouve ça tellement merveilleux quand t'as un tout petit budget. Alors, un tout petit budget, on s'entend, 1 petit million, mais bon, en termes de dollars, à Hollywood, c'est rien. Mais je veux dire, petit million, et tu fais le max avec ça. Je veux dire, tu vois, ça fait pas cheap en plus le film. Tu vois qu'il a pas 100 millions de budget, mais ça fait pas cheap du tout. Il y a des super bonnes idées de mise en scène, comme tu dis. La caméra, elle s'éclate. Comme quoi, d'être un petit peu limité en ressources financières, ça stimule la créativité, quoi, pour en faire un truc absolument génial. Donc, il n'y a peut-être pas besoin, Toy Story 5, des 250 millions que vous avez mis dedans, quoi. Tu vois, pardon, non, mais tu vois, si ça pouvait financer 250 films comme ça, tu vois ce que je veux dire, let's go, quoi, tu vois, donc j'adore. Donc franchement, c'est trop bien, It Follows. Par contre, tu as beaucoup de courage, Julie, de l'avoir revu, parce que moi, je n'ai pas envie de le revoir, parce que je tiens à ma santé mentale un petit peu. Moi, je me le garde c'est le genre de film que je me remate tous les 5 ans, je pense. Ouais, avec des copains. Soirée Halloween ou quoi. Absolument. Tu vois. En tout cas, si c'est dans le sombre, c'est mieux. Et aucun bruit aux alentours. Ou alors les fenêtres ouvertes derrière toi quand il fait bien nuit. Comme ça, tu regardes un peu partout, quoi. Moi, j'avais aussi un truc à dire par rapport à David Robert Mitchell. Du coup, il revient cet été avec The End of Oak Street. Ouais. Mais il a prévu aussi de faire une suite à It Follows qui s'appellerait They Follow, avec toujours l'actrice principale. Mais je sais pas où ça en est, mais il continue d'en parler. Donc, ça va peut-être finir par arriver. Donc, je sais pas si c'est nécessaire. Est-ce que ce serait une bonne idée, ouais. 2027. Après, je lui fais confiance, on va dire. Mais c'est vrai que une des qualités du premier, c'est quand même que la créature est un mystère. On ne connaît pas ses intentions, on ne connaît pas son origine. C'est juste un espèce de monstre complètement abstrait. Mais voilà, le risque, je pense, avec un deuxième, ce serait de faire moins bien et de surexpliciter ce qu'était le monstre. Et en même temps, s'il a une bonne idée, je me dis, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, et Smile 2 était mieux que Smile 1, donc en vrai, c'est possible qu'il fasse ça bien, vraiment. Oui, mais là, déjà, ça sent jamais bon quand la suite, elle est très très lointaine. Donc 2014. Non, alors que là, il y avait que 3 ans entre les deux. Si c'est 2027, ça fait 13 ans après. Attention. Le premier est adoré par tout le monde, donc très dur de revenir. Et en fait, il n'y a pas besoin de suite, de toute manière, parce que alors la fin est ouverte. Ce qui en fait un film encore mieux, je trouve, parce que tu sais pas vraiment si ce qui s'est passé à la fin c'est vraiment passé ou pas. Bref, j'en dirai pas plus parce qu'il faut le découvrir quand même. Même sur ce que vous a dit, si vous l'avez pas vu, franchement, qu'est-ce que vous faites encore là, quoi. Franchement, allez voir ça, quoi. Faites-vous un bon frisson parce que celui-là, il régale. Non, moi, je serais très inquiet d'une suite, pour être tout à fait honnête. Et je pense pas que c'est un film qui en a besoin. Il se tient parfait comme ça, comme il est. 1h30, hop, on met ça et c'est parfait. Oui, ne rendons pas Edouard inquiet. Ça, c'est jamais bon. Si Edouard commence à s'inquiéter, de la suite. Bon, en tout cas, on va follow ça avec attention. Nous, les amis, on arrive à la fin de cet épisode, mais pas avant de vous avoir parlé de nos petits coups de cœur de la semaine. Je vois que la meuf là, elle est dans ma tête comme ça, c'est qu'on a passé une soirée dans le parc, mais... Ça va. On n'a pas le temps là. Est-ce qu'à votre avis, elle sera contente de vous voir? Je l'espère. Excusez-moi, vous êtes qui là? C'est nous pour le Blablacar. J'attendais 2 filles là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Alors moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est À l'abordage de Guillaume Braque. C'est un film d'été qui respire vraiment les vacances, où deux meilleurs amis, en gros, vont se retrouver à un camping, au sud de la France. Et voilà, on va les suivre tout simplement dans leur rencontre et leur quotidien. Ils vont être accompagnés de leur chauffeur Blablacar, qui est un fils à maman un peu bourgeois, qui à la base n'est pas très sympathique, mais qui va finir par faire partie de la bande, on va dire. Moi, c'est un film dont on avait beaucoup parlé. Il est sorti du coup en 2020 et depuis ça, j'entends plein d'échos positifs. Je l'avais jamais vu et là, j'ai enfin eu l'occasion de le voir.
Et je trouve que c'est une autre vision de la comédie française, en fait. C'est un film qui est une comédie qui est très drôle dans plein de moments, dans les situations, dans le jeu des comédiens, dans les répliques, mais qui n'est jamais vraiment une comédie française comme on a l'habitude d'en voir, c'est-à-dire poussive ou artificielle. Là, c'est un film ultra naturel, d'une authenticité à toute épreuve. C'est un film de vacances, mais où c'est pas des jeunes qui veulent juste faire des beuveries ou enchaîner tous les excès ou ne faire que draguer. C'est vraiment, il y a un sentiment de réalité dans ce film qui est fou. Et c'est notamment grâce au fait que beaucoup de dialogues sont improvisés et que beaucoup d'acteurs sont non professionnels aussi. Et voilà, c'est vraiment une autre vision de la comédie, un film qui peut être relaxant, mais tout en étant juste, tout en étant conscient à l'écoute de ses comédiens, et je trouve ça formidable. Vraiment. Mama, are you evil? Reverend says he's here to take you back where he came from. I know you're there, and I know you can hear me. You may have no tongue, but there is nothing wrong with your ears. Do you know why I'm here? I'm here to punish you. Donc cette semaine, moi, mon gros coup de cœur, c'est Brimstone, donc un film de 2016 qui dure 2h30. Donc imaginez un western où le plus terrifiant n'est pas un hors-la-Loire mais jusqu'aux dents, mais un prêcheur qui semble tout droit sorti d'un cauchemar et donc qui va traquer la jeune Lise, donc une jeune femme muette qui essaie de mener une vie paisible, donc avec sa famille. Et en fait, le jour est arrivé où ce mystérieux pêcheur va arriver dans la ville, et très très vite, en fait, on va comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple rencontre, c'est tout le passé qui va ressurgir, et il va donc aller à la poursuite de cette femme et rentrer dans une terrible vengeance, et il va la poursuivre jusqu'à vouloir la tuer, en fait. Et donc le film est génialissime parce que donc il est construit de manière géniale. Donc c'est Martin Kolkoven, qui est donc un réalisateur belge, flamand, qui raconte son histoire comme un puzzle. À rebours, il y a 4 chapitres. Et donc chaque chapitre nous fait réinterpréter ce qu'on savait déjà, et ça nous plonge en fait plus profondément dans l'horreur vécue par Lise. Donc c'est une tragédie presque biblique, c'est un drame. C'est une sorte en fait de nuit du chasseur, parce qu'il va donc traquer cette femme et ses enfants, et il la traque en fait de son enfance jusqu'à maintenant où elle est femme avec des enfants. Et donc c'est un film génialissime qui est gothique, qui a une mise en scène spectaculaire, les plans, la musique, c'est sublime. C'est vraiment, vraiment à voir. Moi, j'ai adoré ce film. Après, c'est pour public averti parce que c'est très violent. Ça nous montre en fait l'exploitation des femmes à travers le personnage de Lise et de toutes les femmes qu'elle va connaître. Il y a l'exploitation par rapport... elle a travaillé... Elle est dans des maisons closes, donc ça parle de domination sexuelle. Il y a aussi domination masculine. Il y a beaucoup de violence et la marchandisation du corps avec sa maman, donc qui était aussi à un moment muselée. Il y a une scène très violente aussi, on voit sa mère muselée. Donc il y a des violences physiques, il y a des violences psychiques. C'est un film très, très beau, très fort, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Voilà. Et alors, le gros point fort de ce film, c'est l'interprétation. Donc, c'est avec Guy Pearce qui joue le prêcheur, qui est formidable. Je l'avais aussi adoré dans Hors-la-Loi. Et donc en très très méchant, et là franchement c'est savoureux. Il y a une lenteur en fait dans le film, mais qui est fantastique. Et il y a Dakota Fanning qui joue donc Lise, et alors vraiment formidable parce qu'elle est muette, et tout passe par le regard, par l'émotion, par les frissons, par la manière de filmer. Donc un casting merveilleux à voir sur Sooner. Remember how we spoke? Not to talk about us. This electrical marvel will make it possible for you to sleep again. We have to get you out of here. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore le monde d'Oz. On en a déjà parlé ici. Et cette fois-ci, nous allons y retourner à Oz. Bref, je vais vous parler de Return to Oz, ou en français Oz, un monde extraordinaire, qui est sorti du coup en 1985 et qui dure du coup 1h53. En gros, on va retrouver Dorothy. Du coup, le film 85, donc il faut faire le calcul, 1939. Donc bref, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je parlais de sequel
de sequel bien longtemps après. Bon, celui-ci a été pas très bien reçu et n'a pas des lettres de noblesse, en tout cas vis-à-vis du public. Eh bien, j'aimerais bien lui remettre parce que j'étais dans un petit mood un peu bizarre, un peu étrange, et j'avais envie de me faire ce film-là que j'avais jamais vu, et qui était un Disney d'ailleurs, la période vraiment extrêmement dark de Disney, enfin en tout cas le début. Et donc on va suivre Dorothy qui va retourner dans un monde de Oz qui n'est plus du tout celui qu'elle a vu précédemment. Franchement c'est un film qui est exceptionnel dans le sens où c'est d'une inventivité rare au niveau des décors, au niveau des personnages, au niveau de la gamine elle-même qui joue super bien. Il y a d'ailleurs un personnage qui a gagné mon cœur, qui est un personnage qui s'intitule TikTok, du coup dans un monde actuel ça m'a fait bien marrer de me retrouver avec un personnage pareil, et en bref on la suit essayer de revenir chez elle par tous les moyens possibles et imaginables. Et elle se retrouve coincée dans ce monde un peu post-apocalyptique de Oz, et j'ai trouvé tout simplement grandiose ce film qui laisse un peu une même impression qu'après l'Histoire sans fin ou tous ces films des années 80 qui sont extrêmement fournis en visuel, en personnages guillerés avec des gros costumes, et enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé vraiment super et que je vous invite à voir ou à revoir d'ailleurs, même si je pense que peu de personnes l'ont vu, et qui est disponible lui sur Disney+. Donc voilà, allez vous régaler avec une petite bizarrerie, Return to Oz. This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1. Eh bien, quant à moi, je me sens investi d'une mission, celle de rétablir la vérité. La vérité sur Guy Ritchie. Guy Ritchie qui depuis 10 ans ne fait plus vraiment des très bons films. Non, allez, son dernier très bon, c'était The Gentleman. Mais voilà, là il a sorti un film qui s'appelle In the Grey, film un peu mystérieux d'ailleurs, avec Jake Gyllenhaal, Henry Cavill et Eiza Gonzalez. Seulement à 48% des tomatometers, donc bien rotten selon la critique. Voilà, l'histoire c'est très simple. On va suivre Sid et Bronco qui sont les hommes de main d'une collectrice de dettes qui s'appelle Sophia. Alors eux, ils sont experts dans le maniement des armes et des explosifs, et ils vont devoir faire un truc, réussir là où tout le monde a échoué, c'est-à-dire aller sur une île qui est détenue par un tyran impitoyable milliardaire qui s'appelle Salazar, et Salazar il a volé $1 milliard à une banque, je ne sais plus où, enfin des investisseurs, bref, et du coup leur mission c'est de faire cracher le pognon à Salazar qui ne veut pas payer évidemment, et donc il va se défendre jusqu'aux dents pour évidemment ne pas payer ça, et donc évidemment il en a besoin de ces deux hommes de main, Jake Gyllenhaal et Henry Cavill, pour aller récupérer les sous-sous. C'est complètement débile sur papier, et évidemment le film est plus une publicité de beaux costumes, de beaux pantalons et de belles montres en permanence et de belles robes de gala que vraiment une franche réussite. Mais en vrai j'ai adoré, c'est ça le truc, c'est que moi j'aime trop Guy Ritchie, j'adore Henry Cavill, j'adore Jake Gyllenhaal, c'est la classe, il ne court pas une seconde, tout est fait en marchant avec un rythme, un tempo absolument parfait. Si vous aviez aimé The Gentleman, vous allez retrouver ça. Si vous aviez aimé Opération Fortune, vous allez retrouver ça dans In the Grey, et puis ça se passe sur une belle île espagnole, ça a été tourné je ne sais plus où, je crois aux Canaries ou un truc comme ça. Donc voilà, notre Guy Ritchie, réalisateur du merveilleux Snatch, des films Sherlock Holmes, du roi Arthur, et même d'Aladin d'ailleurs, la version film Aladin. Eh bien moi je continue de le défendre parce que c'est vraiment un bon kiff, mais je sais que je suis tout seul, mais je le fais parce que c'est mon plaisir coupable, et donc je le dis, Guy Ritchie, In the Grey, c'est absolument génial. Et toi ? Oui, toi. J'espère que tu t'es autant amusé que nous en écoutant cet épisode incroyable de Ce n'est que du cinéma, où on a parlé d'horreur et de films animés. En tout cas, nous, on adore continuer à enregistrer pour toi. Alors aide-nous à devenir des stars, mets-nous 5 étoiles, parle de nous à tout le monde, à ta mère, à ta grand-mère. On veut devenir des stars internationales, ok ? On veut aller à Cannes gratos, ok ? Donc pour notre petit partenariat, continue à nous aimer, à nous encenser. On t'aime.
Ok, merci Julie. Voilà, vous avez compris. Voilà, on veut aller à Cannes gratuitement. Merci, soutenez-nous les amis. Non, mais vraiment merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci évidemment à notre partenaire Surimpression. Merci à toi Julien d'avoir été là, pour représenter fièrement Surimpression. Est-ce que ça t'a plu cette première expérience podcastique? Oui, c'était super. Ok, super, trop vraiment. cool. On lui a mis un flingue sur la tempe. T'as aimé. Et alors merci à Sooner, dont je rappelle évidemment qu'en ce moment, pour leur promotion d'été, vous avez l'abonnement d'1 an pour seulement 49,99 €. Courez le faire parce que ça va pas rester très longtemps. Il faut pour ça encoder le code Sony Sooner, mais ce sera évidemment noté dans la description de l'épisode. Les amis, nous on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et joyeuse canicule à tous. Ouais, c'est ça. Ciao. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi.